22 juin 1941. 3 millions de soldats allemands franchissent la frontière. Ils sont jeunes, forts et confiants. Leurs commandants leur disent que la guerre sera facile. Ils disent « Vous serez rentrés avant que les feuilles ne tombent des arbres ». Les soldats y croient. Ils ont des uniformes d'été. Ils ont des bottes légères. Ils n'emportent pas de manteau lourd, car ils pensent que la guerre sera finie dans quelques semaines. 5 décembre 1941. La température près de Moscou chute à -35 degrés. Ces mêmes soldats sont maintenant des fantômes dans la neige. Ils s'enveloppent dans des rideaux volés et des couches de papier journal pour rester au chaud. Leurs armes automatiques ne tirent plus car l'huile a gelé. Leurs chars ne démarrent pas. Ils regardent l'horizon, attendant des vêtements chauds qui n'arriveront jamais. Ils réalisent qu'ils ont été trahis, non pas par l'ennemi, mais par leurs propres dirigeants. Comment l'armée la plus moderne du monde a-t-elle fini par mourir de froid dans des vêtements d'été? Était-ce une erreur logistique? Ou était-ce de la pure arrogance due au commandement? Voici l'histoire de l'hiver 1941 à travers les yeux des soldats allemands qui l'ont vécu et de ceux qui n'ont pas survécu. Avant d'entrer dans l'enfer glacé du front de l'Est, merci de vous abonner à notre chaîne. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour nous aider à partager ces importantes histoires historiques. Votre soutien signifie tout pour nous. Merci. L'histoire de ce désastre hivernal ne commence pas avec la neige. Elle commence avec la chaleur. Elle commence avec le soleil se levant sur les champs de la frontière soviétique le 22 juin 1941. Il est 3h15 du matin. L'air est chaud. Les oiseaux chantent. 3 millions de soldats allemands attendent le signal. C'est la plus grande force d'invasion de l'histoire humaine. Regardez-les. Ils sont confiants. Ils ont conquis la France en 6 semaines. Ils ont pris la Pologne, la Norvège et la Grèce. Ils se sentent invincibles. Leurs uniformes sont propres. Leurs bottes sont cirées. Leurs chars sont pleins de carburant. Parmi eux se trouve un jeune soldat que nous appellerons le soldat Hans. Il a 20 ans. Ce matin-là, il écrit une lettre à sa mère à Munich. Il lui dit de ne pas s'inquiéter. Les officiers disent que cette campagne sera très courte. Il écrit que l'armée russe est faible et qu'ils vont enfoncer la porte, provoquant l'effondrement de toute la structure pourrie. Il s'attend à être de retour avant la fin des moissons. Il lui demande même de lui garder une part de sa tarte aux pommes. Hans y croit. Tout le monde y croit. Le haut commandement allemand a conçu un plan basé sur la vitesse. Ils appellent ça le Blitzkrieg ou guerre éclair. L'idée est simple, frapper l'ennemi fort, bouger vite et le détruire avant qu'il ne puisse riposter. Les planificateurs ont regardé le calendrier. C'était juin. Ils ont calculé qu'il leur fallait environ 8 à 10 semaines pour vaincre l'Union soviétique. 8 semaines à partir de juin, c'est août. Peut-être septembre. Ce calcul est le fait le plus important de notre histoire. Pourquoi? Parce que cela signifiait qu'ils n'avaient pas prévu l'hiver. Ils n'y ont même pas pensé. Lorsque l'ordre d'attaquer arrive, l'armée allemande s'élance. Elle ressemble à une machine inarrêtable. Les défenses frontalières soviétiques sont écrasées. Les chars allemands parcourent 80 km en une seule journée. Ils encerclent des armées russes entières. Ils font des centaines de milliers de prisonniers. Pour les soldats allemands, cela ressemble à un voyage de vacances avec des fusils. Ils traversent des villages où le soleil brille. Ils mangent de la nourriture trouvée dans des fermes abandonnées. Ils rient et fument des cigarettes sur leurs chars. Mais il y a quelque chose qu'ils ne remarquent pas encore. La route devant eux n'est pas comme les routes de France. Lorsque juillet arrive, la chaleur devient intense. Ce n'est pas seulement chaud, c'est suffocant. La température monte à 30 degrés Celsius, parfois 35. En France, les routes étaient pavées. Elles étaient dures et lisses. En Russie, les routes sont en terre. Lorsque des millions de bottes, des milliers de chevaux et des milliers de camions se déplacent sur des routes de terre dans la chaleur de l'été, quelque chose de terrible se produit. La poussière. Ce n'est pas une poussière normale. C'est une poussière fine et poudreuse qui flotte dans l'air comme un brouillard épais. Elle s'infiltre partout. Un conducteur de char nommé Sergent Karl note dans son journal que la poussière est leur pire ennemi. Il doit conduire avec les phares allumés à midi car le soleil est bloqué par le nuage de terre. Il porte des lunettes de protection, mais ses yeux sont toujours rouges et piquants. La poussière entre dans leur nourriture. Ils mangent de la poussière. Ils boivent de la poussière. Mais le pire, c'est que la poussière entre dans les moteurs. C'est la première fissure dans la machine allemande parfaite. Les moteurs des chars et des camions ont besoin d'air pur. La poussière russe détruit les filtres à air. Les moteurs surchauffent. Ils tombent en panne. Une division Panzer dépend de la vitesse, mais vous ne pouvez pas bouger vite quand vos moteurs étouffent.
Les mécaniciens travaillent jour et nuit pour réparer les véhicules. Ils sont déjà fatigués et la guerre n'a que quelques semaines. Mais personne ne panique encore. Les victoires sont toujours énormes. L'armée allemande capture Minsk. Puis ils avancent vers Smolensk. Ils gagnent chaque bataille. Alors, pourquoi s'inquiéter d'un peu de poussière? Les officiers regardent leurs cartes. La distance vers Moscou raccourcit chaque jour. Encore quelques semaines, disent-ils. Juste un dernier grand effort. En août, l'armée allemande est profondément à l'intérieur de la Russie. Ils ont avancé de centaines de kilomètres. Mais à mesure qu'ils avancent, leur ligne de ravitaillement s'allonge de plus en plus. Imaginez un élastique. Vous tirez et vous tirez. Il devient plus fin. Finalement, il devient très fragile. C'est ce qui arrive à la logistique allemande. La nourriture, les munitions et le carburant doivent venir d'Allemagne. Ils doivent voyager par train jusqu'à la frontière, puis par camion jusqu'à la ligne de front. Mais les voies ferrées russes sont différentes des voies européennes. Elles sont plus larges. Les trains allemands ne peuvent pas rouler dessus. Les Allemands doivent s'arrêter et changer les voies. Cela prend du temps. Ou ils doivent décharger la cargaison et la mettre sur des camions. Mais nous savons que les routes sont mauvaises. Les camions tombent en panne. Les approvisionnements commencent à arriver en retard. Parfois, une unité de chars doit s'arrêter pendant 2 jours juste pour attendre du carburant. Les soldats commencent à avoir faim. Le pain frais a disparu. Maintenant, ils mangent des biscuits durs et de la viande en conserve. Et ici, une décision critique est prise à Berlin. Une décision qui scellera le sort de milliers d'hommes. Les planificateurs logistiques ont un espace limité sur les trains et les camions. Ils ne peuvent envoyer qu'une certaine quantité de fournitures. Ils doivent choisir. Option A, envoyer des munitions, du carburant et des pièces de rechange. Cela aidera l'armée à continuer de se battre et d'attaquer. Option B, envoyer des manteaux d'hiver, des chaussettes en laine épaisse et des chauffages. Cela aidera les soldats à survivre si la guerre dure jusqu'à l'hiver. Les généraux regardent la situation. Ils gagnent. Ils pensent que les soviétiques sont presque finis. S'ils arrêtent d'attaquer maintenant pour apporter des vêtements d'hiver, l'ennemi pourrait récupérer. Ils veulent finir la guerre maintenant. Alors, ils choisissent l'option A. Ils privilégient les balles aux couvertures. Ils privilégient l'essence aux gants. Cela semble être une décision militaire logique. On envoie des armes pour gagner la guerre. Mais c'est un pari. Ils misent tout sur l'idée que la guerre sera finie avant que la première neige ne tombe. Ils laissent les uniformes d'hiver dans des entrepôts en Pologne et en Allemagne. Des millions de manteaux chauds sont stockés, en sécurité et au sec, tandis que les hommes qui en ont besoin marchent plus loin vers l'est. Septembre se termine. Les jours raccourcissent. Les nuits deviennent plus fraîches. Les soldats portent toujours leurs uniformes d'été légers. La tunique est faite d'un mélange de coton et de laine. Elle est élégante et stylée, mais elle est fine. Elle est conçue pour le climat doux de l'Europe de l'Ouest, pas pour le rude climat continental de la Russie. Puis, en octobre, le temps change. La chaleur s'echa a disparo. Les pluies commencent. En Russie, cette saison a un nom spécial, Rasputitsa. Cela signifie « le temps sans route ». La poussière se transforme en boue. Mais ce n'est pas de la boue normale. C'est une colle noire, profonde et collante. On s'y enfonce jusqu'aux genoux. Revenons à notre soldat, Hans. Il n'est plus le garçon propre et optimiste parti en juin. Son uniforme est sale et déchiré. Il est fatigué. Il écrit qu'ils ne peuvent pas marcher car la boue arrache leurs bottes. Ils doivent les attacher avec du fil de fer. Les chevaux meurent. Ils s'enfoncent dans la boue jusqu'au ventre et leur cœur lâche d'épuisement. Les soldats doivent pousser les camions eux-mêmes. 10 hommes poussant un camion, glissant dans la vase. Ils avancent peut-être de 3 km par jour. 3 km. Et Moscou est encore si loin. Le Blitzkrieg, la guerre éclair, avance maintenant à la vitesse d'un escargot. Les véhicules consomment le double de carburant parce qu'ils luttent contre la boue. Mais les camions de carburant sont coincés des kilomètres derrière. Le système d'approvisionnement s'effondre. Les soldats sont mouillés tout le temps. Ils dorment dans des trous humides dans le sol. Ils ne peuvent pas sécher leurs vêtements car ils ne peuvent pas faire de feu. Le bois est humide et la fumée attirait l'artillerie ennemie. La dysenterie se prapi. Les poux infestent leurs uniformes. L'armée glorieuse devient un groupe déguenillé d'hommes épuisés. Mais il n'y a toujours pas de neige. La température est au-dessus de 0. C'est misérable, humide et froid, mais ce n'est pas encore mortel. Le haut commandement allemand voit la boue comme un problème temporaire. Ils disent d'attendre que le sol gèle. Quand le sol gèlera,
Les chars pourront bouger à nouveau. Alors ils lanceront l'assaut final sur Moscou. Ils souhaitent en fait le froid. Ils veulent que le gel arrive pour pouvoir conduire leurs chars. Mais ils auraient dû faire attention à ce qu'ils souhaitaient. Novembre arrive. La température chute. Le sol gèle enfin. La boue devient dure comme du béton. Les commandants allemands sont soulagés. Enfin, disent-ils. Maintenant, nous pouvons bouger. Ils rassemblent leurs forces pour une dernière attaque massive. Opération Typhon. L'objectif est Moscou. Ils croient que s'ils prennent la capitale, l'Union soviétique se rendra. Ils sont si proches. Certaines unités ne sont qu'à 30 km du Kremlin. À travers leurs jumelles, certains officiers prétendent voir les dômes dorés des églises de Moscou. On dit aux soldats de faire un dernier effort. Moscou est juste là. Il y a des maisons chaudes à Moscou. Il y a de la nourriture à Moscou. S'ils veulent survivre, ils doivent prendre la ville. Mais la résistance soviétique se durcit. Les Russes se battent pour leur vie. Et puis, le thermomètre commence à descendre. Il passe à -5, puis -10. Les soldats allemands frissonnent dans leur tunique d'été. Ils mettent des journaux sous leurs chemises pour s'isoler. Ils volent des vêtements aux civils russes, des écharpes, des manteaux de femmes, n'importe quoi pour arrêter de trembler. Ils ressemblent à des épouvantails, pas à des soldats. Mais ils continuent d'avancer. Ils sont poussés par la discipline et l'espoir désespéré que la victoire les réchauffera. Ils ne savent pas que le véritable hiver n'a même pas encore commencé. Ce qu'ils ressentent maintenant n'est qu'une brise fraîche comparée à ce qui arrive. Dans les stations météorologiques, les baromètres chutent. Une masse massive d'air arctique descend du nord. C'est une masse d'air qui s'est accumulée au-dessus des calottes glaciaires polaires. Elle est silencieuse, invisible et mortelle. L'armée allemande est étalée dans les champs ouverts, sans vêtements d'hiver, sans antigel pour leurs voitures et sans abri. Ils sont un géant nu, debout sur le chemin d'une tempête. Cela arrive du jour au lendemain. La temperature plonge. -20. Le choc est physique. Quand un homme sort d'un abri, l'air le frappe comme un mur solide. L'humidité dans son nez gèle instantanément. Les rapports des officiers médicaux allemands commencent à décrire les premiers cas de gelure sévère. Cela commence par les orteils et les doigts. Ils deviennent blancs, puis noirs. Les hommes ne ressentent pas de douleur au début, ce qui est dangereux. Ils disent juste que leurs pieds sont engourdis. Au moment où ils cherchent de l'aide, il est souvent trop tard. Les médecins doivent amputer des orteils avec des outils rudimentaires dans des tentes à peine plus chaudes que l'extérieur. Il n'y a plus d'analgésique. La machinerie réagit exactement comme le corps humain. L'huile dans les fusils s'épaissit. Elle devient comme de la colle. Quand un soldat essaie d'appuyer sur la gâchette, le percuteur bouge trop lentement. Clic. Rien ne se passe. Le fluide de recul des canons d'artillerie gèle. Si vous tirez au canon, il risque d'exploser. Les chars, la fierté de l'armée allemande, sont des boîtes métalliques inutiles. Pour démarrer le moteur d'un char le matin, les équipages doivent allumer des feux sous la coque. Il faut des heures pour réchauffer le bloc moteur. Des heures de temps précieux gaspillés, alors que l'ennemi attaque. Et l'ennemi est à l'aise. Les soldats soviétiques portent des valanquis, d'épaisses bottes en feutre. Ils ont des vestes matelassées. Ils ont des tenues de camouflage blanches qui les rendent invisibles dans la neige. Ils sont habitués à ce climat. Pour le soldat allemand gelé, le soldat russe apparaît comme un fantôme. Il surgit de la tempête de neige, tire et disparaît à nouveau. L'impact psychologique est dévastateur. Les Allemands réalisent qu'ils combattent deux ennemis, l'armée rouge et la nature elle-même. Et la nature est la plus cruelle. De retour à Berlin, le ministre de la propagande Joseph Goebbels demande au peuple de donner des vêtements chauds pour les troupes. Il demande des manteaux de fourrure, des pulls et des couvertures. C'est un signe de désespoir. La nation industrielle la plus puissante d'Europe ne peut pas habiller ses propres soldats. Mais au front, les dons n'arrivent pas. Les trains sont bloqués dans les congères. Les partisans font sauter les voies. Le soldat allemand est seul. Le soldat Hans écrit une dernière lettre, mais il ne peut pas la poster. L'encre de son stylo a gelé. Il doit écrire au crayon. Ses mains tremblent tellement qu'il peut à peine former les lettres. Il écrit qu'il a trouvé un cheval mort. Il était gelé dur comme de la pierre. Ils ont dû utiliser une scie pour couper la viande. Ils l'ont mangé cru parce qu'ils ne pouvaient pas faire de feu. Le vent ne s'arrête jamais. Il hurle. Ils pensent que le vent est le son de la Russie qui se moque d'eux. Début décembre, l'offensive s'arrête. Non pas à cause d'une tactique russe intelligente, mais parce que l'armée allemande est physiquement figée sur place. Ils ont atteint leurs limites. Et puis, le 5 décembre, la température chute encore. -30, -35.
Le Blitzkrieg est mort. Il est mort dans une congère à l'extérieur de Moscou. L'illusion d'une guerre d'été est brisée à jamais. Maintenant, le seul but est la survie. Mais pour beaucoup, il est déjà trop tard. L'armée allemande était fière de ses soldats, mais elle était encore plus fière de ses machines. Le char était le symbole de leur puissance. Le Panzer. C'était un chef-d'œuvre d'ingénierie. Il était rapide, précis et mortel. Les films de propagande allemands montraient des milliers de chars roulants à travers l'Europe, écrasant tout sur leur passage. Ils étaient les chevaliers de l'ère moderne. Mais en décembre 1941, les chevaliers ont cessé de bouger. Les machines sont mortes. Et quand les machines sont mortes, les hommes ont commencé à mourir avec elles. Dans ce chapitre, nous examinerons comment la guerre froide a détruit l'avantage technologique du Troisième Reich. Nous verrons comment une température de moins 40 degrés change les lois de la physique et comment l'armée la plus avancée du monde a été vaincue par une simple chimie. Imaginez un équipage de chars se réveillant un matin début décembre. Ils dorment à l'intérieur de leur char car il offre une certaine protection contre le vent. Mais à l'intérieur, le char est un congélateur. La coque en acier absorbe le froid de l'extérieur et le retient. La température à l'intérieur est la même qu'à l'extérieur. Les parois sont couvertes de givre blanc. Si un soldat touche la paroi métallique à main nue, sa peau gèle instantanément sur l'acier. Quand il retire sa main, la peau s'arrache. C'est une leçon douloureuse qu'ils n'apprennent qu'une fois. Ils apprennent à porter des gants en tout temps, même en dormant. L'équipage se réveille en frissonnant. Ils ont l'ordre d'attaquer à l'aube. Mais le char est mort. C'est un bloc de glace de 30 tonnes. Le premier problème est le moteur. Un moteur de char dépend de l'huile pour lubrifier les pièces mobiles. L'huile technique allemande était de haute qualité, conçue pour la haute performance. Mais elle n'était pas conçue pour l'Arctique. À moins 30 degrés, l'huile change. Elle cesse d'être liquide. Elle devient une pâte épaisse et collante. Elle ressemble à du goudron ou du cirage. Quand le conducteur tourne la clé ou essaie de démarrer le moteur, rien ne bouge. Les pistons sont collés au cylindre. La batterie est également gelée. Elle a perdu toute sa charge. Alors, comment démarrer un char dans ces conditions? Le manuel ne dit rien à ce sujet. Les soldats doivent inventer une solution. Et la solution est dangereuse. Ils creusent un trou dans le sol gelé directement sous le compartiment moteur du char. Ils remplissent le trou de bois imbibé d'essence. Puis, ils allument un feu. Imaginez cette scène. Un char de 30 tonnes, plein de munitions et de carburant, assis au-dessus d'un feu ouvert. C'est de la folie. Une étincelle au mauvais endroit, et tout l'équipage serait réduit en miettes. Mais ils n'ont pas le choix. Ils s'assoient près du feu, l'alimentant pendant 2, peut-être 3 heures. Ils attendent que la chaleur monte et fasse fondre l'huile à l'intérieur du bloc moteur. Le dessous du char noircit à cause de la suie. Les soldats toussent à cause de la fumée. Enfin, après des heures de travail, le conducteur essaie de démarrer le moteur. Ils toussent. Ils fument. Et peut-être, s'ils ont de la chance, ils démarrent. Mais les problèmes ne font que commencer. Même si le char bouge, les armes échouent souvent. Les mitrailleuses et le canon principal utilisent aussi de l'huile. L'huile gèle autour du percuteur. Un tireur repère un camion russe. Il vise. Il appuie sur la gâchette. Clic. Le percuteur bouge trop lentement pour frapper l'amorce de la balle. L'arme s'enraye. Au milieu d'une bataille, une arme enrayée est une condamnation à mort. Les soldats apprennent rapidement une astuce. Ils démontent les armes et lavent chaque goutte d'huile avec de l'essence ou du kérosène. Ils font fonctionner les armes à sec. Une arme sèche fonctionne dans le froid, mais elle s'use très vite. Le métal frotte contre le métal. Les pièces de précision sont détruites. Mais au moins, ça tire. Il y a un autre phénomène étrange que les ingénieurs allemands n'ont jamais prédit. La fragilité au froid. L'acier est solide, mais à des températures extrêmement basses, sa structure moléculaire change. Il perd son élasticité. Il devient cassant, comme du verre ou de la céramique. En été, si un char était touché par un petit obus anti-char, l'obus rebondissait. L'acier absorbait le choc. Mais durant l'hiver 1941, le blindage réagit différemment. Lorsqu'un obus frappe un char gelé, la plaque de blindage ne se contente pas de se bosseler. Elle se fissure. Parfois, elle vole en éclats. Il y a des rapports de chars allemands prenant des coups qui auraient dû être sans danger. Au lieu de cela, la plaque de blindage s'ouvre comme une assiette fêlée. Des éclats d'acier tranchants comme des rasoirs volent à l'intérieur du char, blessant l'équipage, même si l'obus ennemi n'a pas pénétré. La forteresse est devenue fragile. Et puis, il y a les chenilles.
Les Panzer III et Panzer IV allemands ont été conçus pour les routes d'Europe occidentale. Leurs chenilles sont étroites. C'était bien pour la France. Mais en Russie, la neige est profonde. Très profonde. Lorsqu'un char allemand roule sur de la neige profonde, les chenilles étroites agissent comme des couteaux. Elles coupent dans la neige, et le lourd char s'enfonce jusqu'à ce que son ventre touche le sol. Les chenilles tournent inutilement dans le vide. Le char est piégé. Maintenant, regardez de l'autre côté. Regardez le char soviétique T-34. Les Allemands ont été choqués lorsqu'ils l'ont vu pour la première fois. Il était rudimentaire. Il était inconfortable. Il manquait de radio. Mais il avait un avantage massif, des chenilles larges. Les chenilles d'un T-34 étaient beaucoup plus larges que les chenilles allemandes. Cela répartissait le poids du char sur une plus grande surface. C'est le même principe que les raquettes à neige. Tandis que les chars allemands s'enfonçaient et restaient coincés, les T-34 semblaient flotter sur la neige. Ils pouvaient aller là où les Allemands ne pouvaient pas. Ils pouvaient contourner les positions allemandes. Ils pouvaient surgir de forêts que les Allemands pensaient infranchissables. Pour le tankiste allemand, regarder un T-34 traverser facilement un champ de neige alors que sa propre machine supérieure était coincée était un coup psychologique. Cela a détruit leur foi en leur technologie. Ils ont réalisé que leur machine complexe et coûteuse était inférieure dans cet environnement aux conceptions russes simples et rustiques. Le froid attaquait aussi tout ce qui était fait de caoutchouc. Les pneus des camions de ravitaillement sont devenus durs comme de la pierre. Lorsque les camions heurtaient une bosse sur la route gelée, les pneus s'effritaient simplement en morceaux. Des bouts de caoutchouc tombaient. Sans pneus, les camions ne pouvaient pas apporter de nourriture ou de munitions. Des milliers de véhicules ont été abandonnés sur le bord de la route, non pas parce qu'ils avaient été détruits par l'ennemi, mais parce qu'ils n'avaient plus de pneus ni de carburant. Les chemins de fer étaient la bouée de sauvetage de l'armée, mais eux aussi échouaient. Les locomotives à vapeur allemandes étaient des merveilles d'ingénierie. Mais leurs tuyaux étaient externes, exposés à l'air. L'eau dans les tuyaux gelait et éclatait. Les locomotives s'arrêtaient. Les Russes utilisaient des locomotives plus anciennes où les tuyaux étaient enfouis profondément à l'intérieur de l'isolation de la chaudière. Elles continuaient de rouler. Le système complexe allemand s'est effondré, tandis que le système simple russe a survécu. Revenons à l'équipage à l'intérieur du char. C'est la nuit. Le moteur est éteint pour économiser le carburant. Le char refroidit rapidement. C'est un cercueil d'acier. Les hommes sont blottis les uns contre les autres pour se réchauffer. Ils ne peuvent pas allumer de feu à l'intérieur. La condensation de leur respiration gèle sur les murs. Ils ont faim. Leurs rations sont gelées solides. Une miche de pain est aussi dure qu'une brique. Si vous la mordez, vous vous casserez les dents. Ils doivent mettre le pain sous leurs aisselles ou entre leurs jambes pendant 1 heure pour le décongeler assez pour le manger. Ils doivent se soulager. C'est un sujet que les livres d'histoire ignorent souvent, mais pour le soldat, c'est une torture quotidienne. Pour aller aux toilettes, un homme doit quitter le char. Il doit exposer sa peau à l'air à moins 40 degrés. C'est dangereux. Beaucoup d'hommes souffrent de gelures sévères dans des zones sensibles simplement parce qu'ils ont dû répondre à l'appel de la nature. Beaucoup arrêtent de manger ou de boire juste pour éviter d'avoir à sortir. Cela les affaiblit. Le coût mental est immense. Un équipage de chars est une famille. Ils comptent les uns sur les autres. Mais le froid rend tout le monde irritable et lent. Les réactions sont émoussées. Le commandant crie un ordre, mais le conducteur met 5 secondes à le comprendre. Ces 5 secondes coûtent des vies. Ils se sentent abandonnés. Ils regardent leur tableau de bord, plein de cadrans et de jauges allemands précis. Le verre des cadrans est fissuré par le froid. Les aiguilles sont bloquées. La technologie qui les faisait se sentir supérieurs se moque maintenant d'eux. Il existe une théorie parmi les historiens selon laquelle cet échec n'était pas seulement un oubli, mais un symptôme d'un problème plus profond dans la mentalité nazie. Ils croyaient que la volonté et l'esprit pouvaient vaincre la réalité. Ils croyaient que parce qu'ils étaient la race des seigneurs, les lois de la nature plieraient pour eux. Ils pensaient qu'un char allemand était supérieur simplement parce qu'il était allemand. L'hiver 1941 a brisé cette arrogance. Il a prouvé qu'un piston gelé ne se soucie pas de la propagande. Il a prouvé qu'à moins 40 degrés, la biologie et la physique sont les seuls maîtres. Alors que décembre continue, les divisions de chars allemandes, les Panzergruppen, ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. Dans certaines divisions, sur 100 chars, seulement 10 fonctionnent. 10 chars pour tenir une ligne de front de 20 km. C'est impossible. Les officiers supplient pour des pièces de rechange, pour de l'antigel, pour des chenilles d'hiver. Berlin envoie des médailles à la place. Ils envoient des croix de fer à épingler sur les poitrines gelées des hommes morts.
Un général allemand a écrit dans son journal « Nous avons atteint la fin du monde. Nos chars ne bougent pas. Nos canons ne tirent pas. L'ennemi attaque avec des troupes fraîches de Sibérie et nous nous battons avec des bâtons et des pierres gelées dans le sol. Nous ne sommes plus une armée. Nous sommes un groupe d'hommes gelés attendant de mourir. » L'échec des machines a forcé l'armée allemande à changer de tactique. Ils ne pouvaient plus attaquer. Ils pouvaient à peine défendre. Ils ont dû transformer leurs chars brisés en bunkers stationnaires. Ils ont empilé de la neige dessus pour les cacher et les ont utilisés comme artillerie fixe. La guerre mobile, le Blitzkrieg, était officiellement terminée. La guerre de mouvement était devenue une guerre d'usure. Et dans une guerre d'usure, le camp qui peut survivre au froid gagne. Les soldats regardaient le ciel, priant pour un changement de temps. Mais le ciel restait d'un bleu pâle éclair. Le soleil offrait de la lumière, mais pas de chaleur. Et la nuit, les étoiles regardaient froidement les cimetières d'acier. Les « cercueils de fer » se remplissaient. La fierté de l'industrie allemande gisait éparpillée à travers les steppes russes, monument à l'erreur d'avoir sous-estimé la nature. Mais le pire était à venir. Les machines étaient mortes. Maintenant, le corps humain allait devoir affronter seul la pleine fureur de l'hiver. Dans le prochain chapitre, nous examinerons l'horreur médicale du front de l'Est. Nous verrons ce qui arrive à l'esprit et aux corps humains lorsqu'ils sont poussés au-delà des limites de l'endurance. Nous examinerons le phénomène du « regard gelé » et la folie qui s'est emparée des tranchées. Quand les chars ont cessé de fonctionner, la guerre a changé. Mais les machines peuvent être réparées. Un moteur gelé peut être décongelé. Une chenille cassée peut être soudée. Le corps humain est différent. Une fois que le corps humain gèle, aucun mécanicien ne peut le réparer. Il n'y a pas de pièce de rechange pour les doigts ou les orteils. Au chapitre 3, nous nous éloignons de l'acier froid et regardons la chair chaude. Nous explorerons le désastre médical qui s'est déroulé dans la neige, un désastre qui a brisé l'esprit du soldat allemand plus que n'importe quelle balle soviétique. Pour comprendre l'horreur, nous devons d'abord regarder l'uniforme du soldat allemand en décembre 1941. C'était un chef-d'œuvre de style, mais un échec de survie. Les bottes, connues sous le nom de bottes de marche, étaient en cuir. Le cuir est un terrible isolant. Il conduit le froid. Pire encore, les bottes avaient des clous métalliques sur les semelles. Le métal conduit parfaitement le froid. Ainsi, les soldats marchaient essentiellement sur des blocs de glace qui aspiraient la chaleur directement de leurs pieds. Les bottes étaient également ajustées. Cela restreignait la circulation sanguine. Et sans circulation, vous avez des gelures. La gelure est un ennemi silencieux. Elle ne frappe pas comme un tambour ni n'explose comme un obus. Elle s'approche furtivement. Une sentinelle montant la garde la nuit tape des pieds pour les garder au chaud. Après 1 heure, ses pieds semblent engourdis. Il pense « Bien, la douleur est partie ». Mais l'absence de douleur est le signal de danger. Cela signifie que les nerfs meurent. L'eau à l'intérieur des cellules de ses orteils s'est transformée en cristaux de glace. Ces cristaux sont tranchants. Ils coupent les parois cellulaires de l'intérieur. La chair meurt. Quand le soldat enlève ses bottes dans l'abri, ses orteils semblent blancs et cireux, comme une bougie. Puis, en se réchauffant, ils deviennent rouges, puis violets, et enfin noirs. La gangrène s'installe. Les hôpitaux de campagne allemands étaient débordés. Ils n'étaient pas préparés à cela. Ils avaient des bandages pour les blessures par balle, mais ils n'avaient aucun traitement pour des milliers de cas de gelure sévère. Le seul remède était l'amputation. Les médecins faisaient face à un scénario cauchemardesque. Il manquait d'anesthésique. Il manquait d'analgésique. Imaginez la scène dans une tente médicale. Le vent secoue les parois de toile. Le chirurgien doit scier le pied d'un jeune homme. Le seul antidouleur qu'ils ont est une bouteille de schnapps ou de vodka capturée aux Russes. Les soldats à l'extérieur peuvent entendre les cris. Cela détruit leur morale. Ils savent que s'ils s'endorment dans la neige, ils seront les prochains sur la table. Mais le froid n'était pas le seul tourment. Il y avait un ennemi plus petit et plus humiliant, le pouls. Les poux. Ils infestaient chaque soldat. Le froid ne les tuait pas. Les poux vivaient dans les coutures des uniformes, près de la peau chaude. Un soldat pouvait avoir des centaines de poux sur son corps. Ils mordaient constamment. Les démangeaisons rendaient fous. Cela gardait les hommes éveillés alors qu'ils étaient épuisés. Cela leur faisait déchirer leur propre peau. Et les poux portaient la maladie. Le typhus. Le typhus est apparu dans les tranchées comme une peste médiévale. Cela commençait par de la fièvre et un mal de tête, puis une éruption cutanée. Dans les conditions glaciales, sans hygiène, cela se propageait comme une traînée de poudre. Un soldat nommé Eric a écrit dans son journal « Nous sommes dévorés vivants. Nous ne pouvons pas nous laver.
Nous n'avons pas changé de vêtements depuis 3 mois. Si tu enlèves ta chemise, le froid te tuera. Si tu la gardes, les poux te mangeront. Nous passons nos soirées à les tuer en les éclatant avec nos ongles. C'est notre seul divertissement. Nous pourrissons de l'intérieur. Le haut commandement allemand a essayé d'aider, mais leur solution était souvent ridicule. Ils ont envoyé des trains entiers de vin au front, pensant que cela réchaufferait les troupes. Mais les bouteilles de vin gelaient et éclataient. Les soldats mangeaient de la glace au goût de vin, ce qui ne faisait qu'abaisser davantage leur température corporelle. Ils envoyaient des bandages en papier parce que le coton manquait. Les bandages en papier dans la neige se dissolvent et deviennent une pâte inutile. Les soldats devaient innover pour survivre. Ils apprenaient de leurs ennemis. Ils voyaient que les paysans russes portaient des bottes faites de feutre ou de paille tressée. Alors, les fiers soldats allemands ont commencé à tresser de grandes surbottes en paille. Elles ressemblaient à des paniers géants sur leurs pieds. Ils enveloppaient leurs têtes dans des châles de femmes volées dans les villages. Ils bourraient du papier journal dans leurs vestes. La race des seigneurs ressemblait à une armée de mendiantes et d'épouvantails. Puis vint la faim. Les camions de ravitaillement étaient coincés. Les trains étaient gelés. L'armée mourait de faim. La ration quotidienne fut réduite à quelques biscuits et une tranche de viande de cheval congelée. Les chevaux furent les autres grandes victimes de cet hiver. L'armée allemande dépendait fortement des chevaux pour le transport. Mais les chevaux ne pouvaient pas survivre aux nuits à moins 40 degrés sans abri. Ils moururent par milliers. Leurs carcasses bordaient les routes vers Moscou. Ils devinrent durs comme des statues de pierre. Pour les soldats, un cheval mort était un prix. Ils attaquaient la carcasse avec des haches et des scies pour détacher des morceaux de viande. Ils la faisaient bouillir dans de la neige fondue. C'était dur et filandreux, mais c'était des protéines. C'était du carburant. Mais manger de la neige apportait un autre danger. Consommer de la neige abaisse considérablement la température corporelle et brûle plus de calories qu'elle n'en fournit. Cela cause aussi de graves diarrhées. Dans ces conditions, la dysenterie était fatale. Un soldat qui devenait trop faible pour marcher était laissé derrière. Il n'y avait pas de place dans les ambulances. Le coup psychologique était peut-être l'aspect le plus terrifiant. L'esprit humain n'est pas conçu pour endurer un froid constant et mortel pendant des mois. Une étrange apathie s'emparait des troupes. C'est connu sous le nom de « regard des 1000 mètres ». Les hommes arrêtaient de parler. Ils arrêtaient de nettoyer leurs armes. Ils arrêtaient de réagir aux tirs de mortier. Ils restaient juste assis là, fixant l'horizon blanc. Il existe un phénomène dans les derniers stades de l'hypothermie appelé « déshabillage paradoxal ». Alors que le corps meurt, le cerveau dysfonctionne. Les nerfs envoient un faux signal indiquant que le corps est brûlant. Un soldat gelé, quelques minutes avant la mort, se sent soudainement incroyablement chaud. Il commence à arracher ses vêtements. Il surit. Il pense qu'il est assis près d'un feu à la maison. Ses amis essaient de l'arrêter, mais il les combat. Il se met nu dans la neige, puis s'allonge pour dormir. Il a l'air paisible. Il meurt avec un sourire sur le visage. Les autres soldats regardent ses corps nus et gelés et se demandent s'ils ne sont pas les chanceux. Ils ont échappé à l'enfer. Dans les tranchées, un nouveau type de discipline devait être imposé. Le sommeil était interdit. Si une sentinelle s'asseyait, elle mourait. Les officiers devaient parcourir les lignes, donnant des coups de pied et de poing à leurs propres hommes pour les garder éveillés. « Ne fermez pas les yeux !» criait-il. « Si vous fermez les yeux, vous ne les rouvrirez jamais. » C'était une gentillesse brutale. La violence était le seul moyen de les garder en vie. Et pendant que les Allemands gelaient, pourrissaient et mouraient de faim, un nouveau son apparut sur le champ de bataille. C'était un son doux et sifflant. Swish, swish, swish. C'était le son des skis. L'Union soviétique avait retenu ses réserves. Ils attendaient ce moment. De l'Extrême-Orient, de Sibérie, venaient de nouvelles divisions. Ce n'étaient pas les conscrits terrifiés que les Allemands avaient combattus en été. C'étaient des Sibériens. C'étaient des chasseurs. Ils étaient robustes. Et ils étaient équipés pour l'hiver. Ils portaient les bottes Valanqui. Ils portaient des combinaisons blanches matelassées. Ils portaient des mitraillettes automatiques lubrifiées avec de l'huile de tournesol qui ne gèle pas aussi facilement. Ils étaient en bonne santé. Ils étaient bien nourris. Et ils étaient en colère. Pour le soldat allemand, regardant depuis son trou gelé avec ses cils scellés par la glace, la vue des Sibériens était terrifiante. Ils apparaissaient du blizzard comme des fantômes blancs. Ils se déplaçaient vite sur leurs skis, frappant les flancs des unités allemandes. Ils n'avaient pas besoin de route. La neige était leur autoroute. Un officier allemand a noté « Les Sibériens font partie de la nature. Ils ne combattent pas l'hiver, ils l'utilisent. »
Nous nous battons contre la planète, et la planète a envoyé ses guerriers pour nous achever. Les armes allemandes échouaient contre ces attaques. Les mitrailleuses s'enrayaient. Les grenades n'explosaient pas. Les soldats devaient se battre avec des pelles et des baïonnettes. Mais un homme gelé bouge lentement. Ses muscles sont raides. Il n'a pas d'énergie. Les Sibériens bougeaient avec vitesse et violence. C'était un massacre. La peur de la capture était intense. La propagande allemande leur avait dit que les Russes étaient des sauvages qui tortureraient les prisonniers. Mais la réalité était plus simple. Les Russes n'avaient pas besoin de les torturer. Ils dépouillaient juste les prisonniers de leurs bottes et de leurs manteaux et leur disaient de marcher vers l'arrière. Un prisonnier sans bottes par moins 30 degrés est un mort en sursis. Il n'arrivera pas au camp. La route vers l'arrière devint un cimetière d'Allemands pieds nus. À Noël 1941, l'esprit de l'armée était brisé. Les lettres à la maison cessaient d'essayer d'être courageuses. Elles devenaient des notes d'adieu. Ils demandaient pardon. Ils demandaient à leurs femmes de se souvenir d'eux. Ils savaient qu'ils ne rentreraient pas. L'illusion du « super soldat » avait disparu. Tout ce qui restait était des hommes frissonnants, blottis dans des trous, attendant la fin. Mais le haut commandement allemand avait une dernière surprise pour eux. Un ordre de plus qui transformerait la tragédie en catastrophe. Alors que la contre-attaque soviétique s'écrasait sur les lignes allemandes, les généraux demandèrent à Hitler la permission de battre en retraite. Ils voulaient se replier sur des lignes plus courtes, trouver un abri, se regrouper. C'était le seul mouvement militaire sensé. La réponse d'Hitler fut 2 mots, Halte Befehl. Tenez bon. Il ordonna qu'aucun pied de terrain ne soit cédé. Creusez, dit-il. Ne reculez pas d'un seul pas. Mais comment creuser dans un sol dur comme du granit? Comment tenir bon quand vos pieds pourrissent? Cet ordre créa un nouveau type d'horreur. Les soldats furent forcés de rester dans des positions indéfendables. Ils furent encerclés. Ils furent coupés du reste. Ils devinrent des kessels, des poches d'hommes piégés. Ils reçurent l'ordre de mourir là où ils se tenaient. Et ils le firent. Ils moururent en tas. Ils furent utilisés comme des sacs de sable humain pour tenir une ligne sur une carte à Berlin. Alors que nous passons au chapitre suivant, nous verrons le résultat de cet ordre. Nous verrons la panique. Nous verrons le début de la grande retraite, où l'ordre s'effondra complètement, et la route vers l'ouest devint une autoroute de la mort. Nous examinerons la route des ossements et la lutte désespérée pour échapper aux mâchoires du piège soviétique. Dès la première semaine de décembre, l'armée allemande était comme un boxeur qui avait été frappé au visage pendant 5 rounds. Ils étaient sonnés. Ils saignaient. Ils s'appuyaient contre les cordes. Et puis, le 5 décembre, l'Union soviétique porta le coup de grâce. La contre-offensive commença. Elle était massive. Elle couvrait un front de plus de 800 km. Les Allemands ne s'y attendaient pas. Leur rapport de renseignement disait que l'armée rouge était finie. Il disait que Staline n'avait plus de réserve. Mais soudain, 100 nouvelles divisions soviétiques apparurent du vide blanc. Elles avaient des chars, des avions et de l'infanterie fraîche. Elles frappèrent les lignes allemandes gelées et affamées avec la force d'un tsunami. Pour les soldats allemands, ce fut le moment où la guerre se transforma en cauchemar. Ils étaient assis dans leurs trous, essayant de se réchauffer les mains au-dessus de petites bougies, quand l'horizon éclata en feu. Le barrage d'artillerie soviétique était assourdissant. Le sol tremblait. Et puis vinrent les chars. L'été, 34 roulèrent sur les positions allemandes, écrasant les nids de mitrailleuses. La panique est une maladie contagieuse. Elle se propage plus vite que le typhus. Quand une unité craque et court, l'unité à côté la voit courir et commence à courir aussi. Pour la première fois dans la Seconde Guerre mondiale, l'armée allemande disciplinée commença à paniquer. Les hommes jetaient leurs fusils pour courir plus vite. Ils abandonnaient leur équipement lourd. Ils sautaient sur les quelques camions qui fonctionnaient encore, s'accrochant aux côtés, désespérés d'échapper aux rouleaux compresseurs russes qui arrivaient. Les routes menant à l'ouest, vers Smolensk et la Pologne, devinrent des scènes d'apocalypse. Ces routes étaient les seules lignes de vie. Mais elles étaient couvertes de glace et de neige profonde. Des milliers de véhicules essayaient de les utiliser en même temps. Cela créa le plus grand embouteillage de l'histoire. Imaginez une autoroute s'étendant sur des kilomètres. Elle ne bouge pas. C'est un parking d'acier gelé. Camions, charrettes à chevaux, voitures d'état-major et chars sont coincés par choc contre pare-choc. Les moteurs sont morts. Le carburant est épuisé. Les conducteurs gèlent à mort derrière leur volant. C'est là que la route des ossements tire son nom. Alors que les véhicules tombaient en panne, les soldats les poussaient simplement hors de la route dans les fossés pour dégager le passage aux autres. Les fossés se remplirent de machinerie coûteuse. Mais bientôt, la neige recouvrit complètement la route.
Il était impossible de voir où la route finissait et où le fossé commençait. Si un camion sortait du bord, il s'enfonçait dans 2 mètres de neige et était perdu. Alors, les soldats avaient besoin de repères. Ils avaient besoin de poteaux pour montrer le bord de la route. Mais il n'y avait pas de bois. Il n'y avait pas d'arbres à proximité. Alors, dans leur désespoir, ils utilisèrent ce qu'ils avaient. Ils prirent les corps gelés de soldats et de chevaux morts. Ils les plantèrent debout dans les congères. Ils utilisèrent les morts pour guider les vivants. C'était une scène de l'enfer. Une route bordée de cadavres raides et gelés, pointant le chemin vers l'ouest. Alors que l'armée s'effondrait, les généraux sur le terrain, Guderian, Opney, Bock, réalisèrent le danger. Ils savaient que s'ils restaient dans leurs positions actuelles, ils seraient encerclés et détruits. Ils envoyèrent des messages urgents à Berlin. « Nous devons battre en retraite », supplièrent-ils. « Nous devons nous replier sur une ligne défendable. Nous devons sauver l'armée. » C'était une demande militaire logique. C'était ce que tout commandant sensé ferait. Mais à Berlin, Adolf Hitler regardait une carte dans une pièce chaude. Il se souvenait de l'histoire. Il se souvenait de Napoléon. En 1812, Napoléon avait battu en retraite de Moscou en hiver, et son armée fut détruite par la poursuite. Hitler était terrifié que la même chose ne lui arrive. Il croyait que si le soldat allemand faisait un pas en arrière, il ne s'arrêterait jamais de courir. Alors, il émit son ordre le plus célèbre et le plus controversé. Directive numéro 39. Le « Haltebefehl ». Cela se traduit par « l'ordre de tenir bon ». L'ordre était simple et brutal. Il disait « Chaque homme doit se battre là où il se tient. Aucune retraite n'est permise. Pas un seul mètre de terrain ne doit être cédé. Vous devez tenir la ligne jusqu'à la dernière grenade et au dernier souffle. » Il renvoya les généraux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Il prit le commandement personnel de l'armée. Il dit à ses troupes gelées et affamées qu'elles devaient devenir des forteresses fanatiques. Cet ordre créa une situation terrible sur le terrain. Les officiers étaient déchirés entre obéir à leur chef et sauver leurs hommes. S'ils obéissaient, leurs hommes mouraient dans leurs trous, envahis par les Russes. S'ils battaient en retraite, ils passeraient en cour martiale et seraient fusillés pour trahison. Beaucoup d'unités essayèrent d'obéir. Elles s'enterrèrent. Mais s'enterrer était impossible. Le sol était gelé solide jusqu'à une profondeur d'1 mètre. On ne pouvait pas utiliser de pelle. Il fallait utiliser des explosifs pour faire un trou dans la terre. Alors, au lieu de trancher, ils construisirent des murs de neige. Ils versèrent de l'eau sur la neige pour la transformer en glace. Ces forts de glace offraient une certaine protection contre les balles, mais ils étaient inutiles contre les obus d'artillerie. Lorsqu'un obus frappait un mur de glace, il éclatait en tessons mortels qui agissaient comme des éclats d'obus. La retraite, quand elle eut lieu, souvent sans permission officielle, fut une tragédie logistique. Les Allemands durent laisser derrière eux presque tout leur équipement lourd. Ils enclouèrent leurs canons. Ils firent sauter leurs propres chars pour que les Russes ne puissent pas les utiliser. Le paysage était éclairé par les feux des fournitures allemandes brûlant. Ils brûlèrent des millions de tonnes de nourriture et de vêtements, regardant la fumée monter, sachant qu'ils mourraient de faim plus tard, mais sachant qu'ils ne pouvaient pas les transporter. Le pire sort fut réservé aux blessés. Dans une guerre normale, les blessés sont évacués vers l'arrière. Mais sur la route des ossements, l'évacuation était impossible. Les ambulances étaient coincées dans la neige. Les trains ne roulaient pas. Les médecins durent faire des choix horribles. Ils ne pouvaient prendre que les blessés marchants. Si un homme avait une blessure à l'estomac ou une jambe cassée et ne pouvait pas marcher, il devait être laissé derrière. Il y a des entrées de journal de soldats qui décrivent le bruit des hôpitaux de campagne alors que l'armée principale battait en retraite. Les hommes blessés réalisaient qu'on les abandonnait. Ils criaient. Ils suppliaient leurs camarades de ne pas les laisser aux Russes. Ils agrippaient les manteaux des médecins. Dans certains cas, les officiers médicaux, par un sens tordu de la pitié, donnèrent aux hommes gravement blessés des surdoses de morphine. Ils tuèrent leurs propres patients pour les sauver d'une mort par le froid ou de la capture. Dans d'autres cas, ils laissèrent simplement un pistolet avec une balle sur la table de chevet et partirent dans la neige. Les soldats qui marchaient vers l'ouest se transformaient en sauvages. La discipline de la Wehrmacht s'évapora. C'était chacun pour soi. Si un soldat tombait d'épuisement, ses amis ne s'arrêtaient pas pour l'aider. Ils l'enjambaient. Ils le dépouillaient de ses bottes et de son manteau avant même qu'il ne soit mort. La survie était la seule loi. Et pendant tout ce temps, le général Hiver continuait son attaque. Un blizzard frappa à la mi-décembre et dura des jours. La visibilité était nulle. Des hommes se perdaient en marchant à 10 mètres de leur camion et disparaissaient dans la blancheur blanche,
pour ne plus jamais être revus. Le facteur de refroidissement éolien amena la température ressentie à -50. À cette température, la cornée de l'œil peut geler si vous gardez les yeux ouverts trop longtemps contre le vent. Les hommes marchaient la tête baissée, suivant aveuglément les bottes de l'homme devant eux. Puis vint la veille de Noël 1941. Ce fut le Noël le plus triste de l'histoire militaire allemande. De retour à Berlin, la radio jouait « Douce nuit » et Joseph Goebbels parlait de l'héroïsme des troupes. Il les décrivait montant la garde sur l'Europe. Il ne mentionnait pas la gangrène. Il ne mentionnait pas les poux. Sur le front, les soldats essayèrent de célébrer. Ils coupèrent de minuscules branches de pin. Ils allumèrent des bouts de bougies. Ils chantèrent des chansons. Mais le chant était souvent noyé par le son des haut-parleurs soviétiques. Les Russes installèrent des haut-parleurs géants à travers les lignes de front. Ils diffusaient le bruit d'os qui craquent et des rires hystériques. Ils diffusaient des messages en allemand. Toutes les 7 secondes, un soldat allemand meurt en Russie. Stalingrad. Tic, tac, tic, tac. Est-ce ton tour ensuite, Fritz? La guerre psychologique était implacable. Les Russes larguaient des tracts promettant de la nourriture chaude et des lits chauds à quiconque se rendrait. Certains Allemands se rendirent. Ils traversèrent la glace les mains en l'air. La plupart furent abattus. Certains furent pris. Mais pour la majorité, la peur des Soviétiques était plus grande que la peur de la mort. L'ordre de non-retraite d'Hitler est encore débattu par les historiens aujourd'hui. Certains disent que c'était un acte de folie qui tua des milliers d'hommes inutilement. Mais d'autres soutiennent que, d'une étrange manière, cela sauva l'armée d'une annihilation totale. Si les Allemands avaient tenté une retraite complète par ce temps, sans carburant, ils auraient pu se dissoudre complètement, tout comme la grande armée de Napoléon. En les forçant à s'arrêter et à se battre, même dans des positions désespérées, Hitler força l'offensive soviétique à ralentir. Les Allemands étaient comme un brise-lames. Les vagues de l'armée rouge s'écrasaient contre eux et perdaient de l'énergie. La ligne se stabilisa, finalement. Mais le coup fut catastrophique. L'armée allemande qui survécut à l'hiver 1941 n'était pas la même armée qui avait envahi en juin. Les vétérans étaient morts ou estropiés. L'équipement avait disparu. L'aura invincible était brisée. Ils avaient survécu à la retraite, mais ils étaient maintenant piégés dans une guerre d'usure qu'ils ne pouvaient pas gagner. Et alors que la neige commençait à fondre au printemps 1942, elle révéla la véritable ampleur de l'horreur. La route des ossements dégela. Des milliers de corps, préservés parfaitement par la glace, émergèrent des congères. Ils tenaient toujours leurs fusils. Ils portaient toujours leurs uniformes d'été. Ils étaient les témoins silencieux du plus grand désastre militaire du XXe siècle. Mais l'histoire n'est pas finie. La guerre d'hiver créa un nouveau type de mystère. Dans le chaos de la retraite, des trains entiers disparurent. Des archives secrètes s'évanouirent. Et des rumeurs commencèrent à se répandre sur ce que les Allemands faisaient vraiment dans ces forêts gelées. Dans le prochain chapitre, nous explorerons les trains fantômes et la technologie secrète qui fut perdue dans la neige. Nous examinerons les tentatives frénétiques de cacher leur volée de l'Europe avant l'arrivée des Russes. Tandis que le soldat allemand se battait pour une paire de bottes afin d'empêcher ses pieds de pourrir, un autre type de guerre se déroulait juste derrière les lignes de front. C'était une guerre de cupidité, une guerre de vol. Les historiens demandent souvent « Pourquoi n'y avait-il pas d'uniforme d'hiver ? Pourquoi les trains de ravitaillement étaient-ils si peu nombreux ?» La réponse officielle est que les voies étaient de tailles différentes et que les locomotives étaient gelées. C'est vrai, mais il y a une vérité plus sombre. Il y avait des trains qui roulaient, mais beaucoup d'entre eux ne transportaient pas de manteaux de laine pour les hommes mourants. Ils transportaient des peintures, des statues et de l'or vers l'Allemagne. C'est l'un des paradoxes les plus dégoûtants de l'hiver 1941. Au moment exact où la Wehrmacht s'effondrait par manque de fournitures, la direction nazie était obsédée par le pillage de l'Union soviétique. Regardons Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg. C'était une organisation spéciale dédiée au pillage des trésors artistiques et culturels. Alors que les ingénieurs de combat luttaient pour construire des abris dans la boue gelée, ces unités spéciales emballaient soigneusement les palais des tsars. Considérez l'histoire de la Chambre d'Ambre. C'est peut-être le plus grand mystère de la Seconde Guerre mondiale, et il commence ici même, dans l'automne glacial de 1941. La Chambre d'Ambre était un chef-d'œuvre du XVIIIe siècle, une pièce au mur entièrement fait de panneaux d'ambre, de feuilles d'or et de miroirs. Elle était située au palais Catherine, près de Leningrad. Alors que l'armée allemande avançait, les conservateurs soviétiques essayèrent de cacher l'ambre. Ils le recouvrirent de papier peint. Mais les Allemands savaient qu'il était là. Quand ils arrivèrent, ils n'agirent pas comme des soldats. Ils agirent comme une entreprise de déménagement professionnel. En 36 heures, ils démontèrent toute la pièce.
Ils emballèrent les panneaux d'ambre fragiles dans 27 caisses. Maintenant, pensez à la logistique. Nous sommes en octobre 1941. Les routes se transforment en boue. Le carburant est rare. Chaque camion est nécessaire pour apporter des munitions au front ou évacuer les blessés. Mais le commandement allemand alloua tout un convoi de camions et un train chauffé pour transporter ces caisses vers la Prusse orientale. Imaginez un fantassin allemand debout sur le bord de la route sous la pluie verglaçante. Il a faim. Il n'a pas de munitions. Il regarde un convoi de camions passer devant lui, se dirigeant vers l'ouest. Il pense qu'ils emmènent des blessés en sécurité. Il ne sait pas qu'il est sacrifié pour sauver quelques panneaux muraux décoratifs pour un musée en Allemagne. Cette priorité du « butin sur la vie » venait directement du sommet. Hermann Göring, le chef de la Luftwaffe, était un collectionneur d'art vorace. Il avait ses propres trains privés. Il existe des rapports et des théories suggérant que même au plus fort de la crise en décembre, quand la route des ossements était encombrée d'hommes mourants, les trains privés de Göring avaient la priorité sur les lignes ferroviaires. Ces trains étaient remplis de tapis, de fourrures et de bijoux volés dans les musées russes et les maisons privées. Si un train transportant de l'art rencontre un train transportant des manteaux d'hiver sur une voie unique, l'un d'eux doit attendre. Durant l'hiver 1941, trop souvent, les manteaux ont attendu. Et les hommes sont morts. Mais le chaos de la retraite en décembre créa un autre phénomène, les secrets enterrés. Alors que la contre-offensive soviétique s'écrasait sur les lignes allemandes, comme nous l'avons vu au chapitre 4, les Allemands durent partir en panique. Ils avaient établi des quartiers généraux dans des villages, réquisitionné des écoles et des mairies. Ces quartiers généraux étaient pleins de documents secrets, cartes, livres de code, listes d'espions et plans techniques. Quand l'ordre de retraite arriva, ou quand la panique s'installa, il n'eut pas le temps de tout brûler. Le papier brûle lentement, surtout quand il est humide. Et les grands feux attirent l'artillerie soviétique. Alors, ils les enterrèrent. Des milliers de boîtes en métal furent enterrées dans la neige et la terre gelée de Russie durant l'hiver 1941. Les officiers marquèrent les endroits sur leurs cartes, pensant « Nous reviendrons au printemps. Nous les déterrerons alors. » Mais ils ne revinrent jamais. Cela a donné naissance à des décennies de chasse au trésor et de théories du complot. Qu'est-ce qui est exactement caché dans les forêts près de Moscou et Smolensk? Il y a des rumeurs persistantes sur les armes prototypes. Nous savons que les ingénieurs allemands testaient de nouveaux équipements sur le front de l'Est. Ils voulaient voir comment leur technologie fonctionnait dans des conditions extrêmes. Une théorie implique les Wunderwaffe ou armes miracles. Bien que les célèbres fusées V2 soient venues plus tard, il y avait des armes chimiques expérimentales et des équipements radio avancés testés en 1941. Quand la retraite commença, ces prototypes ne pouvaient pas tomber entre les mains de Staline. Ils étaient trop lourds à transporter. Alors, ils furent graissés, enveloppés dans de la toile cirée, mis dans des caisses et enterrés profondément dans la forêt. Ces dernières années, des archéologues noirs, des fouilleurs illégaux, ont trouvé des choses étranges dans ces bois. Ils ont trouvé des bidons avec des marquages chimiques inconnus. Ils ont trouvé des coffres-forts contenant des machines Enigma. Mais les gros prix restent manquants. Il y a aussi la légende des caisses de guerre régimentaires. Chaque division allemande transportait une grande quantité d'argent, des Reichsmark et de l'or, pour payer les soldats et acheter des fournitures. Durant la panique de la retraite, de nombreux payeurs furent tués ou séparés de leurs unités. Les lourdes caisses en acier pleines d'argent devinrent un fardeau. On ne peut pas courir dans la neige profonde en portant 100 kilos d'or et de papier. Des témoins de villages russes racontent des histoires de soldats allemands frappant aux portes au milieu de la nuit, demandant une pelle. Ils allaient dans le jardin, creusaient un trou, enterraient une boîte, puis s'enfuyaient dans le noir. Beaucoup de ces soldats moururent quelques kilomètres plus loin sur la route. L'emplacement de l'or mourut avec eux. À ce jour, lors du dégel printanier, des pièces d'or s'échouent parfois sur les rives des rivières près des anciennes lignes de front. Mais le secret le plus sombre n'est peut-être ni l'or ni les armes. Ce pourrait être la preuve de crime. Derrière l'armée régulière venaient les Einsatzgruppen, les escadrons de la mort. Ils étaient responsables d'atrocités terribles contre la population civile. Alors que l'armée rouge approchait, ces escadrons étaient désespérés de cacher les preuves de ce qu'ils avaient fait. Ils brûlèrent des rapports. Ils détruisirent des photographies. Mais dans le froid glacial, la destruction est difficile. Il y a des théories selon lesquelles des archives massives de ces unités furent enterrées dans des bunkers scellés durant la retraite de 1941. Si on les trouvait, ces documents changeraient notre compréhension de la guerre. Ils restent là, préservés par le père Gélissol, attendant que quelqu'un les trouve. L'hiver 1941 n'a pas seulement gelé les gens. Il a gelé l'histoire. Il a piégé des secrets dans la glace. Et pour le haut commandement allemand,
La perte de ses secrets était presque aussi terrifiante que la perte de la bataille. Hitler devint paranoiakve. Il soupçonnait ses généraux de lui cacher la vérité. Il soupçonnait que des traîtres divulguaient des informations aux Russes. L'échec sur le front de l'Est lança une recherche de boucs émissaires. Qui était à blâmer? Était-ce la météo? Étaient-ce les lignes de ravitaillement? Ou était-ce du sabotage? Cette paranoïa mena à une purge de la direction militaire allemande. Mais elle mena aussi à un nouveau désespoir pour trouver un moyen de gagner la guerre rapidement. Puisque l'armée avait échoué, Hitler tourna ses yeux vers autre chose. Il tourna ses yeux vers l'occulte et la superscience. Si les chars ne pouvaient pas vaincre les Russes, peut-être que la magie ou une technologie impossible le pourrait. Dans le prochain chapitre, nous examinerons les conséquences du désastre. Nous verrons comment l'hiver gelé de 1941 changea l'armée allemande pour toujours. Nous discuterons de la médaille d'hiver, une décoration si cynique que les soldats lui donnèrent un surnom cruel. Et nous verrons comment les survivants furent traités quand ils rentrèrent finalement chez eux. Ils n'étaient pas des héros. Ils étaient la preuve vivante d'un échec que le Reich voulait oublier. Le printemps en Russie n'arrive pas doucement. Il arrive avec un dégel violent. En avril 1942, le soleil revint enfin sur le front de l'Est. La température monta au-dessus de zéro. Pour les survivants de l'hiver, on pourrait penser que c'était un moment de joie. Mais ce fut un nouveau type d'horreur. Quand la neige fondit, elle révéla ce que l'hiver avait caché. Pendant des mois, le champ de bataille avait été un paysage blanc et propre. Maintenant, alors que la glace se transformait en eau, les morts revenaient. Des milliers de corps, préservés parfaitement par le gel, émergèrent des congères. Ils étaient partout. Ils étaient dans les tranchées. Ils étaient dans les forêts. Ils gisaient sur les bords des routes. Et avec le dégel vint l'odeur. L'odeur de la décomposition planait sur toute la ligne de front. C'était une odeur que les soldats n'oublieraient jamais. C'était l'odeur de l'échec de l'Empire allemand. L'équipement réapparut aussi. Les champs étaient jonchés des carcasses rouillées de chars, de camions et de canons. Cela ressemblait à un cimetière de technologie. Les mécaniciens allemands essayèrent de récupérer ce qu'ils pouvaient, mais le mal était fait. L'armée invincible avait perdu une quantité stupéfiante de ses armes lourdes. Mais la plus grande perte était les hommes. Les statistiques de ce premier hiver sont terrifiantes. Entre juin 1941 et mars 1942, l'armée allemande perdit plus d'1 million d'hommes. Morts, blessés, disparus ou capturés. C'est plus que la population entière de certaines villes. Le haut commandement à Berlin savait qu'ils avaient une crise de morale. Les soldats étaient en colère. Ils se sentaient trahis. On leur avait promis une victoire rapide et à la place, on les avait laissés geler dans des uniformes d'été. Il y avait un risque de mutinerie ou au moins un effondrement total de la discipline. Alors, Adolf Hitler décida de faire ce que les dirigeants font souvent quand ils ne peuvent pas donner de nourriture ou d'équipement à leurs soldats. Il leur donna un morceau de métal. Il créa une médaille spéciale. Son nom officiel était la Winterschlacht im Osten 1941-42, bataille d'hiver à l'Est. Elle était conçue pour récompenser ceux qui avaient survécu à l'enfer russe. La conception du ruban était symbolique. Il avait une épaisse bande rouge au milieu, représentant le sang versé. Il avait de fines bandes blanches sur le côté, représentant la neige. Et il avait des bords noirs, représentant le deuil pour les tombés. C'était censé être un insigne d'honneur. Un symbole de robustesse. La propagande appelait les récipiendaires les hommes de fer. Mais les soldats dans les tranchées voyaient cela différemment. Ils n'étaient pas stupides. Ils regardaient cette médaille et ils riaient. C'était un rire amer et sombre. Ils donnèrent à la médaille leur propre surnom. Ils l'appelèrent le Gefrierfleischorden. Traduction, l'ordre de la viande congelée. Ils avaient aussi une rime pour les couleurs du ruban. Noir est la nuit, blanc est la neige, et rouge est la terre gelée où nous allons. Ce surnom est très important. Il montre la rupture psychologique qui s'est produite en 1942. La foi aveugle envers le Führer se fissurait. Les soldats réalisaient qu'il n'était que de la viande pour la direction. De la viande congelée. Les hommes qui épinglaient cette médaille sur leur tunique étaient différents des hommes qui avaient marché en juin. La classe de 1941 avait disparu. Les survivants étaient maintenant des vétérans de l'Est. On pouvait le voir dans leurs yeux. Nous avons parlé au chapitre 3 du « Regard des 1000 mètres ». Maintenant, c'était permanent. Ils étaient silencieux. Ils étaient brutaux. Ils avaient perdu leur innocence. Ils avaient vu leurs amis mourir de manière qu'aucun humain ne devrait voir. Ils avaient tué avec des pelles et des couteaux. Ils avaient volé des bottes à des cadavres.
Ces vétérans développèrent un profond mépris pour tout ce qui n'était pas le front. Quand ils rentraient chez eux en permission en Allemagne, la déconnexion était douloureuse. Imaginez un soldat retournant à Berlin ou Munich au printemps 1942. Il entre dans un café. Il voit des civils se plaindre. Une femme se plaint qu'elle ne peut avoir du beurre que 2 fois par semaine. Un homme se plaint que le cinéma ferme tôt. Le soldat les écoute et il sent une rage monter en lui. Il a envie de crier. Du beurre ? Vous pleurez pour du beurre ? J'ai mangé un cheval mort qui était gelé comme un rocher. J'ai regardé mon meilleur ami gelé à mort alors qu'il suppliait pour sa mère. Mais il ne dit rien. Il reste assis là, boit sa bière et fixe le mur. Il réalise qu'il n'appartient plus au monde civilisé. Il n'appartient qu'au trou dans le sol, avec ses autres frères gelés. Il veut y retourner. Non pas parce qu'il aime la guerre, mais parce que seuls les autres survivants le comprennent. Cela créa une division dangereuse dans la société allemande. La Frontgemeinschaft, la communauté du front, devint plus réelle pour les soldats que leur propre famille. Et stratégiquement, l'armée allemande était brisée. Oui, ils stabilisèrent la ligne. Oui, ils arrêtèrent finalement la contre-attaque russe. Mais la qualité de l'armée avait disparu pour toujours. Les sous-officiers expérimentés, les sergents et caporaux, qui sont l'épine dorsale de toute armée, étaient morts. C'étaient eux qui menaient les attaques. C'étaient eux qui gelaient en premier. Ils furent remplacés par de jeunes recrues. Des garçons de 18 ou 19 ans. Ces garçons étaient impatients, mais ce n'étaient pas les soldats professionnels de 1941. Les vétérans regardaient ces nouvelles recrues avec pitié. Ils les appelaient « chair à canon ». Ils savaient que ces garçons ne dureraient pas longtemps. L'armée allemande était encore dangereuse. C'était toujours une machine mortelle. Mais c'était un animal blessé. Et un animal blessé est imprévisible. Hitler, cependant, a pris la mauvaise leçon de l'hiver. Il ne pensa pas « j'ai fait une erreur. Nous n'aurions pas dû envahir la Russie ». Au lieu de cela, il pensa « ma volonté est plus forte que la nature. Nous avons survécu à l'hiver. Par conséquent, nous sommes invincibles ». Il croyait que puisqu'ils n'avaient pas été détruits, ils étaient destinés à gagner. Il commença à planifier une nouvelle offensive pour l'été 1942. « Nous n'attaquerons plus Moscou », dit-il. « Moscou est trop dur. Nous irons au sud. Nous irons vers les champs de pétrole du Caucase. Nous irons vers le fleuve Volga. » Il pointa une ville sur la carte. Une ville nommée d'après le dirigeant soviétique. Stalingrad. Les survivants de l'hiver de la viande congelée regardèrent les cartes. Ils virent les vastes distances. Ils se souvinrent de la poussière, de la boue et de la glace. Ils touchèrent les rubans sur leur poitrine. Et au fond, beaucoup d'entre eux savaient la vérité. Ils savaient que l'hiver 1941 n'était pas la fin de la souffrance. C'était juste l'ouverture. La vraie tragédie était encore à venir. L'hiver avait appris aux Russes comment se battre. Et il avait appris aux Allemands comment mourir. Dans le dernier chapitre, nous résumerons l'héritage de cet hiver. Nous examinerons les « et si ». Et si l'hiver était arrivé 2 semaines plus tard? Et si Hitler avait envoyé les manteaux? Et nous fermerons le dossier sur la mort blanche, laissant le spectateur avec une dernière pensée obsédante sur le pouvoir de la nature face à l'arrogance de l'homme. La neige finit par fondre. Les chars furent déterrés de la boue. La guerre continua pendant 3 ans et demi de plus. Elle ferait rage à Stalingrad, à Koursk et à Berlin. Des millions d'autres mouraient. Mais les historiens s'accordent sur une chose. La guerre fut en réalité décidée durant l'hiver 1941. Ce premier hiver fut le tournant. Avant décembre 1941, l'armée allemande était vue comme un dieu de la guerre. Elle était invincible. Elle bougeait plus vite que la pensée. Mais après l'hiver, c'était juste une armée. Une armée dangereuse, oui, mais mortelle. Le charme était rompu. Dans ce dernier chapitre, nous devons poser les grandes questions. Les « et si ». Ce sont les théories qui gardent les historiens éveillés la nuit. Théorie numéro 1, le temps perdu. De nombreux experts soutiennent que l'Allemagne a perdu la course contre l'hiver à cause d'un retard au printemps. En avril 1941, Hitler dut envoyer des troupes pour envahir la Yougoslavie et la Grèce afin d'aider ses alliés italiens. Cela retarda l'invasion de la Russie de 5 semaines. La théorie dit, si ces 5 semaines n'avaient pas été perdues, l'armée allemande aurait atteint Moscou en septembre. Les routes auraient été sèches. Le temps aurait été chaud. Ils auraient pris la capitale avant que le premier flocon de neige ne tombe. C'est une théorie séduisante. Elle place le blâme sur un calendrier, pas sur le plan lui-même. Mais est-ce vrai? Les experts modernes en logistique disent non.
Même s'ils avaient commencé 5 semaines plus tôt, les lignes de ravitaillement se seraient quand même effondrées. Les moteurs auraient quand même étouffé sous la poussière. Et même s'ils avaient pris Moscou en septembre, la guerre aurait-elle pris fin? Probablement pas. Napoléon a pris Moscou en 1812. Il s'est assis au Kremlin. Et il a quand même perdu. L'Union soviétique était trop grande. Staline aurait simplement déplacé le gouvernement derrière les montagnes de l'Oural et continué le combat. L'armée allemande aurait quand même été piégée dans une ville brûlée, entourée de partisans, attendant que l'hiver les tue. Théorie numéro 2, la conspiration des vêtements d'hiver. Certains prétendent que le manque de vêtements d'hiver était intentionnel. Ils suggèrent qu'Hitler a interdit la production d'uniformes d'hiver parce qu'il avait peur de l'impact psychologique. Il pensait que s'il commandait des manteaux d'hiver, les soldats penseraient « le Führer s'attend à une longue guerre ». Il voulait qu'ils croient en une victoire rapide. Bien que cela semble fou, cela correspond à l'idéologie nazie de la volonté. Ils croyaient que se préparer à l'échec mène à l'échec. Alors, ils ne se sont préparés que pour le succès. Et quand le succès n'est pas arrivé, ils n'avaient pas de plan B. L'héritage de la « mort blanche » alla bien au-delà de la guerre. Il changea la psyché allemande. Pour une génération d'hommes allemands, l'Est devint un mot de terreur. Ce n'était pas un endroit sur une carte, c'était un cimetière. Les survivants de 1941 portèrent le froid avec eux pour le reste de leur vie. Les médecins rapportèrent que de nombreux vétérans souffraient d'une condition où ils avaient toujours froid, même en été. Ils portaient des pulls en juillet. Les gelures avaient endommagé leur circulation, mais le traumatisme avait endommagé leurs âmes. Et qu'en est-il de l'autre côté? Pour l'Union soviétique, l'hiver fut un sauveur, mais c'était aussi un partenaire. Ils apprirent que leur terre était leur meilleure arme. La mythologie de la Grande Guerre patriotique est construite sur cet hiver. L'image du soldat sibérien dans son manteau blanc, skiant devant des chars allemands gelés, devint le symbole de la résilience soviétique. Ils prouvèrent que la technologie ne peut pas vaincre la géographie. Aujourd'hui, 80 ans plus tard, les cicatrices de cet hiver sont toujours visibles. Si vous allez dans les forêts à l'ouest de Moscou aujourd'hui, vous pouvez encore les trouver. Les fouilleurs noirs y vont avec des détecteurs de métaux. Chaque printemps, la terre pousse quelque chose de nouveau à la surface. Parfois, c'est un casque rouillé. Parfois, c'est un jerrycan daté de 1941. Et parfois, c'est un os. Il y a encore des milliers de soldats allemands et soviétiques listés comme disparus au combat de cet hiver-là. Ils gisent dans les marais et les forêts. Ils sont l'armée silencieuse qui n'est jamais rentrée. La route vers Moscou est pavée d'asphalte maintenant. Les voitures et les camions roulent dessus à grande vitesse. Les conducteurs ne savent pas qu'ils roulent sur la route des ossements. Ils ne savent pas que sous les fondations de l'autoroute, il y a les restes des chevaux et des hommes qui sont morts de froid pour qu'une ligne puisse être tracée sur une carte. L'histoire de l'hiver 1941 n'est pas juste une histoire de guerre. C'est une histoire sur l'arrogance humaine. Les planificateurs allemands pensaient qu'ils pouvaient ignorer les lois de la nature. Ils mesuraient la distance en kilomètres, mais ils oublièrent de mesurer la température. Ils calculèrent le nombre de balles, mais ils oublièrent la profondeur de la neige. Ils pensaient être des géants. Mais quand le vent de l'Arctique souffla, ils découvrirent la vérité. Contre le silence blanc de l'hiver russe, même un géant n'est qu'une créature fragile faite de chair et de sang. Alors que le soleil se couche sur les vastes champs blancs de Russie, le vent hurle encore. Et si vous écoutez attentivement, dans le sifflement du vent, vous pouvez entendre l'avertissement. Un avertissement à quiconque pense pouvoir conquérir le monde sans respecter la puissance de la terre elle-même. La neige recouvre tout à la fin. Elle recouvre les chars. Elle recouvre les médailles. Elle recouvre les péchés. Et elle ne laisse que le silence. Merci d'avoir regardé ce voyage dans l'enfer glacé de la Seconde Guerre mondiale. Si vous avez ressenti le frisson de cette histoire, aidez-nous en aimant cette vidéo et en la partageant avec vos amis. Pensez-vous que l'Allemagne aurait pu gagner s'ils avaient eu de l'équipement d'hiver? Ou l'invasion était-elle condamnée dès le départ? Laissez-nous votre théorie dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. N'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer notre prochain documentaire. À la prochaine, restez au chaud.